J'ai brûlé mes plus belles années, comme ça, mais bon, me voilà. Quand j'ai vu passer le premier train de ma life sous mes yeux, j'ai réalisé il était déjà loin. J'entends encore la loco qui sonne, il s'est évanoui à l'horizon, évaporé avec tous mes diplômes. J'avais déjà du mal à assumer l'appart et les courses, j'aurais bien eu besoin d'une autre carte. Chance au hasard, un coup de pouce pas d'épaule que ma souris et moi on puisse quitter ce trou à rats. S'entraîner avec nous, trop de regrets dans les pommes. Alors merci à Akhenaton de nous recevoir et d'accepter cette interview pour Trends Periodical qui, je le rappelle, est un site qui parle de lifestyle, art, mode, cinéma, culture. Et on va parler de tout ça aujourd'hui ensemble. Ça me va parfaitement. Parfait. Alors pour commencer, Akhenaton, on ne te présente plus. Tu es rappeur, écrivain, réalisateur. Ouais. Et quand on tape ton nom sur Google, tu apparais avant le dieu égyptien. Ça fait quoi comme effet? Alors c'est ce que le chef de la police d'Île-de-France avait dit, qu'à cause de moi, les petits ne savent pas qui est le vrai Akhenaton. Je rappellerai à M. Bechiza qu'il y a toujours des livres d'histoire qui sont dispensés dans les écoles et dans certains musées et que les enfants peuvent toujours consulter. C'est une fierté, un revers de la notoriété pour le pauvre pharaon. Je suis très triste. Désolé pour lui. Mais au niveau de l'histoire, je ne représente pas grand-chose à côté de ce qu'il a représenté et au vu des dernières découvertes archéologiques. 2014 est une excellente année pour toi, donc avec une tournée en cours avec IAM et ton album solo Je suis en vie. Comment germe l'idée de ce retour au solo? Elle n'a pas germé dans ma tête. Pour dire la franche vérité, ça a été une proposition de la maison de disques. Nous, on était dans une position sur IAM, on faisait notre dernier album et on n'était pas re-signé. On s'était vu entre nous, on s'était dit, si on continuera à faire de la musique, on continuera à faire des lives, mais s'il faut produire des albums en indépendant, à 45 piges, je veux dire, à 5 en plus, ça va finir en dispute de vieux cette histoire. Tout le monde il y a des grosses têtes dures dans IAM, mais tout le monde a ses avis et il faut pas basculer. Les aventures d'indépendance, c'est super bien quand tu es très jeune et quand il n'y a pas forcément un nom installé. Le public ne comprend pas. J'ai été en solo en indépendant pendant des années, ne comprend pas que tu passes d'un coup à des projets qui sont dans des budgets moindres. Les gens veulent du clip de la saga en 35 mm, ils veulent des trucs qui brillent et d'un coup toi t'as pas un rôle, tu dois t'occuper en plus de la fabrication. On voulait pas, on veut faire que de la musique. Faire un album en indépendant aujourd'hui c'est avoir des tas de contraintes. Donc on était dans cette optique, on tournait et la maison de disques m'a dit est-ce que ça t'intéresse si en plus d'IAM on te produit un album solo. J'ai dit vraiment ça me plairait, ils me disent mais sauf qu'il faut le sortir au mois de novembre 2014. Et on était en avril, j'ai dit vous êtes sûr que 5 mois pour faire un album? Alors après eux ce sont des questions de fenêtre, c'est-à-dire que Def Jam a énormément de sorties internationales et qu'en novembre il y avait une possibilité de sortir, après c'était beaucoup plus compliqué. Donc vous avez saisi l'occasion? Dans un premier temps j'ai dit non. Et j'ai dit non, c'est pas possible, je peux pas, j'ai zéro texte, zéro musique, c'est impossible en 5 mois d'arriver à faire un album. Et dans mon entourage, à la fois dans le groupe et Aïcha qui s'occupe de nous, qui est ma femme aussi, elle a dit mais si tu avais 20 ans et qu'on te proposait à Def Jam de faire un album, comment tu réagirais? Je dirais oui tout de suite. Elle me dit mais tu te plains depuis 12 ans d'être en indépendant, de ne pas pouvoir travailler, là tu as un album où tu as enfin les moyens de pouvoir enregistrer comme tu veux, de pouvoir mixer comme tu veux, d'être dans des grands studios, à faire quelques clips, faire des trucs. Et j'ai dit c'est vrai, je serais vraiment très bête où je manque sûrement de courage. Des fois tu te surveilles pas, tu peux être dans ton petit confort. J'étais dans ma petite tournée, mon kiff, les dates et tout, voilà, mon sport entre temps. Je suis passé dans autre chose. En 2001, tu as écrit ton deuxième album solo, Sol Invictus, dans une période assez sombre. Puis en 2002, le Black Album avec une critique plutôt acerbe, notamment du pouvoir médiatique. Et 2006 est marqué par le titre La fin de leur monde, un titre évocateur. Quel a été le mood d'Akhenaton pour ce nouvel album et quels en sont les thèmes principaux? Alors le mood il est né d'expériences de vie plutôt difficiles où j'ai perdu beaucoup de gens qui m'ont élevé ces dernières années. Beaucoup de gens que j'aimais beaucoup, c'est toute mon enfance qui est partie. Et à la fois d'un esprit positif qui est né de ça. C'est-à-dire que soit on sombre, soit on réalise l'importance de certaines choses très simples, très basiques. L'important c'est la beauté qu'il y a dans la vie, le simple fait de se lever tous les jours, de faire des choses super intéressantes. On est tous des privilégiés,
ne serait-ce que quand on parle uniquement de conception. Et on sait qu'on est tous des chanceux. On a eu la chance, on est 1 sur 1 milliard. Donc déjà, de ce point de vue-là, ça commence comme ça. Et puis on est chanceux aussi de vivre là où on vit. On a beaucoup bougé avec Ayam toutes ces dernières années. Il y a des endroits très compliqués dans le monde où les gens ont une vie plus difficile. Donc, à la limite, c'est un constat sur une société qui peut être des fois amère, des fois critique et des fois acerbe, mais en même temps une position personnelle qui est optimiste et qui est dans la contemplation de la vie et des choses extrêmement simples de la vie. J'essaie de me satisfaire de peu de choses. Je pense que j'ai été élevé comme ça. Voilà. Ma mère, mon père, tous les deux étaient... Ma mère elle est toujours là. C'est quelqu'un qui est très, très austère et très basique, plein d'amour, mais en même temps pas dans la dorure, pas dans les chichis, pas dans la fioriture. C'est assez strict et strict, carré. Donc j'ai été élevé plutôt comme ça, et en même temps dans le militantisme, parce que ma mère me menait dans les défilés sociaux, les grands défilés de la CGT, contre la guerre du Vietnam. J'avais 5 ans, 6 ans. J'ai pris quelques gaz lacrymogènes à l'époque. Et j'ai été rodé à ça, j'ai été rodé à la lutte. Après, j'ai eu quelques déceptions aussi sur les mouvements dont elle a fait partie, sur le communisme. Tu sais, le fait que des tas de communistes aujourd'hui deviennent des gens d'extrême droite, ça ne m'étonne pas. Tu sais, tu sentais déjà des gens qui pouvaient passer de rouge à brun, ça se sentait déjà. Donc moi, j'ai été toujours... je suis plus dans la nuance et je suis plus dans le jugement d'une personne et pas d'un ensemble de personnes. Alors aujourd'hui, et médiatiquement, et dans le quotidien, sur les réseaux sociaux, les gens jugent à la louche. Je parlais hier soir, on m'en parle d'Éric Zemmour, mais c'est pas uniquement lui, c'est un ensemble de personnes qui présentent une vision de la vie manichéenne. Ou c'est blanc, ou c'est noir. Il n'y a aucune nuance de gris au milieu. Tu es sommé de faire partie du blanc ou partie du noir. C'est incroyable. C'est-à-dire que de ce point de vue-là, philosophiquement, on a vraiment régressé. Sur ce point de vue-là, on a régressé. Après, sur la violence du monde, je ne pense pas qu'on ait régressé. Alors, on me dit alors, oui, mais c'est un regard un peu d'ancien qui dit c'était mieux avant. J'ai dit ah non, c'était pas mieux avant. Le monde il était plus violent avant. Sauf que la communication sur la violence aujourd'hui, c'est devenu un outil de marketing et il s'est passé un truc à un endroit de la planète, il y a automatiquement au courant le lendemain. Si tu veux relire les infos, les actus du siècle dernier, dans les années 60, 50, quoi, mais c'est horrible. Il se passait des choses extraordinairement violentes. Donc je pense qu'au contraire, le fait que les journalistes soient présents partout aussi, ça permet aussi d'avoir l'installation de foyers plus paisibles. Même s'il y a d'autres endroits du monde, c'est pas gagné. Le premier album d'Ayam est sorti en 89. On a souvent l'impression, en réécoutant ton dernier album, que rien n'a changé. Jean-Claude Gaudin Skywalker est toujours parmi nous. Et en tant qu'observateur et critique de la société, quel est ton regard sur l'évolution de celle-ci depuis 89 et comment ça a influencé ton album? Il y a des mieux sur certains points, et il y a des choses qui ont complètement stagné, voire régressé. Et moi, quand je m'emploie à écrire des choses ou à dénoncer des choses, je préfère m'attarder aux choses qui ne vont pas. On ne va pas vanter les mérites, parce que j'expliquais à des gens, et j'ai dit, mais moi je ne suis pas dans le French bashing, mais je ne suis pas l'office du tourisme ni de la France ni de Marseille. Hein. J'ai dit, vous avez confondu de boutique, hein. C'est pas la même boutique. Je ne suis pas là pour faire la promo du fromage, du Cantal et des falaises d'Étretat. Il y a des choses qui n'ont pas évolué, et malheureusement, ce qui n'a pas évolué, c'est toujours dans les mêmes secteurs, et c'est énormément dans les quartiers où il y a eu de la rénovation urbaine, il y a eu du mieux, mais par contre, au niveau du mélange des populations, au niveau de la compréhension, et au niveau de ce que les hommes politiques et femmes appelaient intégration, alors qu'ils pensaient assimilation, et nous on pensait acceptation, ça a été ni l'un ni l'autre. On est dans une non politique. Alors on fustige, on flagelle le communautarisme, mais on propose aucune solution qui est capable de faire un contrepoids au communautarisme.
Hier soir, j'avais une discussion avec Vasily Raciste et il me dit regarde dans la NBA, s'il y a un propos raciste qui est dit de suite, là, il y a des gens qui vont réagir. Et j'en ai parlé dans mes paroles. Ici, on ne vire pas le boss des LA Clippers, on le paie. Et on le paie sur le service public pour nous dire des conneries sur nous. Pendant des années, j'ai entendu des conneries de Finkielkraut à la télé qui disaient que l'équipe de France c'était un ramassis de délinquants, des cités. Je voyais ça, je disais mais où on est? Ou alors que les joueurs de l'équipe de France étaient jugés très patriotes s'ils chantaient la Marseillaise. C'est des footballeurs ou des chanteurs? Il faut décider au bout d'un moment. Et j'étais très content de voir dans le documentaire d'Eric, de Cantona, que Michel Platini disait mais à l'époque on ne chantait pas la Marseillaise, ce qui ne nous empêchait pas d'être patriotes, mais on la chantait pas et personne ne nous emmerdait. Mais maintenant c'est différent. Maintenant on juge sur l'apparence, c'est ce que je te dis, c'est ce jugement manichéen, ce jugement sur l'emballage et qui est horripilant. Tu sais, on peut se dire, nous on accepte tout en France, quand l'équipe de France s'était fait éliminer, quand ils étaient dans la poule du Sénégal, la Coupe du Monde en Corée, et que de suite sur les radios derrière il y avait des débats, vous reconnaissez-vous dans l'équipe de France? C'est très bien ce que ça veut dire. Ça veut dire, est-ce qu'il n'y a pas trop de noirs en équipe de France? Et ces questions-là, ce ne sont pas des questions anodines. Et on n'a pas attendu Éric Zemmour pour les poser ou Finkielkraut. Elles sont ancrées dans une partie de notre population. Et si on donne la parole à certains animateurs, certains philosophes, pour le mettre en relief, pour jouer le rôle de surligneur de cet état d'esprit-là, dans les urnes, ça va se traduire. Ils n'ont pas peur. En presque 30 ans aussi, le rap a énormément évolué. Il est passé d'un sujet marginal, voire montré du doigt, alors que maintenant c'est devenu un sujet plutôt trendy, les marques de luxe, même les médias se l'arrachent. Comment t'expliques, comment t'analyses cette évolution, ce paradoxe un peu, et ton parcours là-dedans, ton chemin? Je ne sais pas exactement comment analyser l'histoire, c'est juste le changement de popularité de cette musique. Alors il faut comprendre le hip-hop, ce qui est inscrit dans les gènes du hip-hop. L'expansion fait partie des gènes de cette culture-là. C'est pas une culture qui est destinée à une minorité. C'est pas le mythe du rocker maudit, c'est l'inverse. C'est ça que beaucoup de gens de la presse rock et issus de la culture rock n'ont jamais compris au hip-hop. C'est que c'est une culture expansionniste. Au plus de monde écoute le rap, au mieux c'est. Par contre, on ne peut pas lutter contre le fait que le rap s'étende, que le rap se diversifie, c'est-à-dire diversification des artistes, diversification des publics, diversification des sujets. Et forcément, il va y avoir des marques avec les années qui disent, mais qui comprennent avant les autres, cette musique, elle s'adresse à un maximum de personnes. Elles vont communiquer dessus. Très souvent des marques de lifestyle, de sportswear. J'avais fait des campagnes avec Adidas parce que y a des marques comme ça qui comprennent, ou avec New Balance, ou avec Coq Sportif. Il y a des marques qui sont historiquement ancrées dans le hip-hop. Et puis, il y a d'autres marques qui sont plus dans la consommation courante, par contre qui ne veulent pas que le rap cohabite avec leur publicité mise dans les espaces publicitaires radio. Parce que ça donne une mauvaise image? Ça donne, surtout, ça s'adresse à une population qui à leurs yeux ne consomme pas parce qu'elle n'a pas les ronds pour consommer. Chose que quand tu es issu des quartiers, tu sais très bien qu'il n'y a pas plus consommateurs que les gens des quartiers. Mais eux, on ne va pas citer de marque parce que je ne les connais pas, mais dans ces marques-là, on est persuadé que ces gens ne consomment pas. Donc on dit au patron de la radio, mais si tu passes du rap, moi ma pub, je te l'achète pas 30 000, mais je t'achète 15 000 parce que les gens à qui tu t'adresses, ils ne consomment pas beaucoup, donc ma pub vaut moins. Donc les patrons de radio choisissent de ne pas jouer de rap. C'est un enchaînement, on est ni plus ni moins dans la loi du marché. Voilà, surtout. Alors tu as dit le hip-hop est devenu pop. Le hip-hop est devenu pop, mais c'est pas une critique. Le hip-hop est devenu pop en majorité. Mais les hip-hoppers et les b-boys existent toujours dans le rap, mais ils sont ultra minoritaires. Et c'est obligatoire quand une musique devient extrêmement large, qu'il y ait une frange de cette musique qui se popifie. C'est obligatoire. Et tu sais,
j'ai pu à des moments de ma vie être très, on va dire, très intolérant avec cette variante pop du rap. Je peux charrier encore maintenant. Voilà. Ah non, mais bon. Je charrie, mais il ne m'empêche pas de dormir, tu vois ce que je veux te dire? Et ça ne me dérange pas qu'il existe, honnêtement. C'est juste, j'ai produit des groupes de rap et des petits gamins à l'époque qui avaient 12, 14, 15 ans, qui s'appelaient les Psychiatres de Harim, qui s'appellent toujours les Psychiatres de Harim, mais sauf qu'ils ont 30 ans maintenant, et qui ont grandi en écoutant des musiques qui ne sont pas du rap. Ils ont grandi avec le top 50, ils ont grandi avec de la pop. Pour moi, c'était illisible. Je leur disais, mais putain, les groupes que vous écoutiez, moi, quand j'étais adolescent, c'était des ennemis. On voulait exploser, on voulait dynamiter leurs disques. Et eux, ils ont grandi avec ça. Il faut juste accepter qu'ils sont issus d'une culture différente et qu'ils aient grandi avec une musique différente, avec une approche de la musique française différente de la mienne.